L'objectif du MRP, le CBN, quel est-il? On a plusieurs niveaux de planification. Le MRP est un niveau de ces planifications. Le niveau le plus bas, son objectif, ça va être de déterminer les besoins en composants. Donc là, on est au niveau le plus fin des composants qui vont constituer notre produit. L'objectif, ça va être de déterminer de combien de composants nous aurons besoin, les quantités, les dates de besoin, et donc forcément les commandes à passer et à quel moment passer les commandes. Donc, à quelle date au plus tard se faire livrer pour recevoir les pièces en temps et en heure. L'objectif de tout notre système de planification, ça va être de décliner les besoins de manière à recevoir les composants en juste à temps, donc juste au moment du besoin, pas après évidemment, mais pas avant non plus, parce que recevoir des composants trop tôt, ça veut dire les stocker. Les stocker, ça veut dire que ça coûte de l'argent. Et donc l'idée, c'est bien de les recevoir au bon moment, ni trop tôt, parce que ça coûte du stock, ni trop tard. Le MRP, le CBN, il va avoir besoin de tout un tas de données pour fonctionner. C'est un calcul mathématique, un calcul logique qui va la plupart du temps être effectué par un système d'information, par les ERP, la plupart du temps dans les entreprises, parce que c'est un calcul complexe, très lourd, surtout quand on multiplie par la quantité phénoménale de composants que gère une entreprise. Donc, pour fonctionner, il va avoir besoin de tout un tas de données de base. On appelle ça les données de base dans les ERP, qui doivent être d'un niveau, on a l'habitude de dire d'un niveau 98% juste pour pouvoir faire fonctionner le MRP de manière optimale. Sous 98% de justesse, d'exactitude des données dans les ERP, ça peut perturber le calcul des besoins nets et le système d'information peut ne pas fonctionner de manière optimale. Donc, très important cette notion d'exactitude des données, de justesse des données de base. Donc, ces données de base, quelles sont-elles? Alors, première chose, ça va être le PDP. Le PDP fondamental, c'est l'éclatement du PDP qui va générer les besoins. Il va donner des quantités, des dates de besoin sur nos articles directeurs. Et c'est ça qui va être éclaté par le calcul des besoins nets en besoins en composants plus détaillés que nos articles directeurs. Donc le PDP, c'est une entrée majeure pour le calcul des besoins nets. Ensuite, les nomenclatures. Donc, les nomenclatures, ça va être toutes les données pour une pièce donnée qui vont composer tous les composants pour la fabrication d'une pièce. C'est une liste de composants. Une nomenclature, c'est une liste de composants qui va rentrer dans la constitution d'une pièce assemblée. Troisième donnée, le niveau des stocks. À un instant T, au moment du calcul, il faut regarder quelles sont les quantités que l'on a en stock, puisque de ces quantités qu'on a en stock vont dépendre les quantités à commander. Donc, le niveau des stocks à l'instant du calcul est fondamental et c'est pareil, ça sous-entend d'avoir un niveau de précision sur le niveau des stocks qui est une donnée majeure pour le bon fonctionnement du CBN. Donc, c'est une donnée dynamique parce que les composants en stock varient au jour le jour avec nos consommations en atelier. Donc, l'intérêt d'avoir un niveau de stock qui est bien piloté de manière précise et toujours à jour va être une donnée fondamentale pour le calcul du MRP. Et les données de planification, ce sont des données que l'on rencontre, que l'on rassemble la plupart du temps dans ce qu'on appelle la fiche article. Si on parle ERP, système d'information, ce sont des données qui sont rassemblées dans la fiche article de chaque composant. Chaque composant a une fiche avec ses données de base qui vont servir au calcul des besoins nets. Dans ces données de base, pour chaque article,
nous avons la taille de lot, parce que chaque article est approvisionné selon une taille de lot définie. Son lead time, son temps de cycle, son temps d'approvisionnement, son taux de rebut, puisqu'on a généralement un taux de rebut lorsqu'on reçoit un lot de 100 pièces, on a généralement toujours une pièce ou deux, 1 ou 2% de rebut. L'objectif évidemment c'est de ne pas en avoir, mais dans la vraie vie il y a toujours ce taux de rebut, donc il faut savoir que ça se paramètre dans le système, parce que si on a quelques pourcents de rebut systématique lorsqu'on reçoit des composants, on va commander systématiquement un petit peu plus pour pouvoir parer à ces quelques pièces qu'on va perdre à chaque fois. Donc on va compenser. Et dernière donnée de cette fiche article qui va nous servir, c'est le stock de sécurité qui est paramétré pour chacune de ces pièces. Donc avec toutes ces données, on va pouvoir dérouler un calcul qui intègre toutes ces variables, qui va nous permettre de déterminer nos besoins en composants, semaine par semaine, jour après jour, de façon très détaillée. Donc, on a listé les entrées du processus. On aura un calcul et en sortie, nous allons avoir d'autres données qui sont les ordres d'achat et les ordres de fabrication. Pour les pièces fabriquées en interne, le système va nous générer des propositions d'ordre de fabrication. Pour les pièces achetées à l'extérieur, des propositions d'ordre d'achat. Donc, voilà pour les entrées et sorties du processus CBN. Les besoins indépendants, c'est ce qui va émaner du client. C'est des besoins qui sont passés depuis l'extérieur sur lesquels vous n'avez pas la maîtrise puisque ce sont des clients externes. Et les besoins dépendants, ce sont des besoins qui vont découler de ces besoins. Donc, si vous avez, par exemple, un vélo, ça va vous appeler deux roues, un cadre, un guidon, etc. Donc, les besoins dépendants, c'est un calcul qui est issu des besoins indépendants. Vous avez vos besoins indépendants qui arrivent de l'extérieur. Ce sont vos commandes clients, vos prévisions. Si vous n'avez pas de commandes clients sur un long terme, ce sont les prévisions que vous avez réalisées sur les produits que vous vendez. Donc, par exemple, pour une bicyclette, c'est une demande indépendante. Cette demande indépendante va se décliner sur une demande dépendante. Donc, les roues, les poignées, les freins, le cadre. Donc, tous les composants du vélo, de la bicyclette, qui sont totalement dépendants du nombre de vélos que vous allez vendre. Donc, en termes de nomenclature, vous avez la bicyclette, votre produit final, qui se décline en roues, poignées, freins, cadres. Ce sont des composants de la bicyclette, donc quelque part, c'est le premier niveau de votre nomenclature. On parle souvent de composants parents lorsqu'on est à un haut niveau de la nomenclature. Donc la bicyclette est un composant parent par rapport à la roue, poignée, frein, cadre. On parle de composants parents et de composants enfants. C'est un terme que vous allez retrouver certaines fois. Donc il faut comprendre cette notion de parent-enfant. Les nomenclatures, par qui sont-elles organisées et comment? La nomenclature, c'est très simple dans le principe, c'est une liste de composants qui, il y a des composants qui vont servir à fabriquer notre produit, mais ça ne va pas servir uniquement aux fonctions de la production. Ça va servir à beaucoup de monde. Par exemple, le bureau d'études. Tout ce qui est fonction engineering, bureau d'études, va se servir de la nomenclature. Pourquoi? Parce que dans la vie de l'entreprise, les bureaux d'études font évoluer petit à petit les références de pièces, remplacent un composant par un autre, ça sera plus performant. Et donc, le fait de modifier un composant quelque part dans l'organisation
le bureau d'études ou l'engineering va aller consulter les nomenclatures pour savoir le composant que je modifie, où est-ce qu'il est utilisé, et si je le modifie, comment est-ce que je mets à jour tous les systèmes d'information pour intégrer ces nouvelles données, ce nouveau composant, cette nouvelle référence. Donc, il y a cette notion de pilotage des évolutions du composant, des évolutions du produit, qui est à piloter par la nomenclature. Parce que la nomenclature, c'est ce qui va permettre de localiser l'utilisation d'un composant dans un produit et de faire évoluer la configuration d'un produit. Le bureau d'études va se servir des nomenclatures. Vous avez par exemple le service client ou le service réparation d'une entreprise qui va se servir de la nomenclature. S'il va identifier une pièce à remplacer, il va d'abord se demander où est-ce qu'est utilisée cette pièce. Je l'utilise dans tel moteur, hop, je fais appel à la nomenclature. Je vois que ce composant a été monté dans tel type de moteur, donc je vais aller changer toutes les pièces sur toute cette série de moteurs par exemple. Donc le service client, le service réparation va utiliser la nomenclature pour déterminer où sont utilisées les pièces données. Et enfin, on a aussi la finance, entre autres, qui va utiliser cette nomenclature pour un autre objectif, plutôt pour un objectif de calcul de coût. Puisque qu'en essaie pour un financier de reconstituer la composition d'un coût d'un produit, c'est quelque part la somme de tous les composants. Donc, pour reconstituer le coût global du produit, il faut faire appel à la nomenclature. Et ça, c'est une fonction financière, contrôle de gestion, contrôle des coûts, qui appartient à ces services, contrôle de gestion finance. Ce sont des gens qui vont faire appel à la nomenclature. Donc, beaucoup d'utilisateurs de nomenclature et pas seulement les services de gestion de production ou d'approvisionnement. Donc, généralement, on est sur une représentation très simple, sous forme de tableau avec une liste de composants qu'on appelle part number, c'est l'identifiant de chaque composant, une colonne de description et la quantité de chaque composant qui va être précisée. Donc, ces quantités peuvent être précisées en unités, mais aussi dans d'autres unités comme par exemple en mètres ou en volume. On peut imaginer des volumes sur des produits chimiques. Donc, c'est une représentation classique qu'on retrouve dans un système d'information. Tous les logiciels ont à peu près la même donnée de sortie, donc des formes très simples en tableau. On est dans un exemple de nomenclature simple dans ce cas-là. On a par exemple un radiateur qui est composé de 8 pièces de niveau inférieur. Ce sont les pièces de niveau N-1, donc de premier niveau. On parle de nomenclature avec un simple niveau. Et on peut avoir aussi une nomenclature multiniveau. Donc, qu'est-ce qu'une nomenclature multiniveau? C'est la même chose, mais avec un plus grand détail, une plus grande profondeur dans l'arborescence de vos composants. Donc, par exemple, on peut avoir un vélo tout-terrain. Vous avez le VTT, qui est le niveau 0, c'est votre article directeur. En dessous, vous avez le niveau 1 de votre nomenclature qui va être composé de tous les constituants du vélo, le cadre équipé, la poignée, la pédale, la cassette, le dérailleur, la quincaillerie, etc. Et vous avez à chaque fois l'intitulé, la quantité nécessaire et la référence du produit. Donc ça, c'est le niveau 1. Ensuite, on a un niveau 2, par exemple. Donc,
dans la nomenclature, ça peut être par exemple lorsqu'on va essayer d'éclater la composition de notre cadre équipé qui lui-même est composé d'un cadre, d'une potence, d'un guidon, de poignées de frein, de manettes de vitesse, d'attaches rapides, etc. Chacune est composée également d'une quantité définie. Donc pour un cadre équipé, évidemment, il faut un cadre, deux poignées de frein, deux manettes de vitesse, trois attaches rapides par exemple. Donc on a le même mécanisme, un échelon en dessous avec l'intitulé, la désignation, la quantité nécessaire et la référence de la pièce. Donc, vous avez votre niveau 1, votre niveau 2, et par exemple, on peut avoir même un niveau 3 en éclatant le cadre lui-même en sous-composants, la fourche, les tubes en aluminium, le tube en carbone, etc. Donc, dans cet exemple, le niveau 3, c'est le niveau le plus bas de notre nomenclature. Il n'y a rien en dessous. On ne peut pas diviser la fourche en sous-composants. On ne peut pas diviser les tubes en sous-composants. On est au niveau le plus bas. On appelle ça les composants de plus bas niveau de la nomenclature. Et donc, ces composants, la fourche, le tube, etc., sont soit des composants achetés à un fournisseur ou des composants fabriqués. Donc, on a une nomenclature multiniveau qui peut être représentée sous une arborescence ou sous la forme système d'information ERP, c'est-à-dire sous forme de tableau. Ça se présente toujours de cette manière-là. Un tableau avec tous vos part numbers, vos références, la description des pièces, les quantités toujours et l'unité. Donc on est sur une vision classique. Tous les systèmes fonctionnent à peu près de la même manière. Donc il y a un petit code avec des flèches. Donc tout en haut, il y a la pièce de niveau supérieur. Dans l'exemple cadre équipé, lui-même est composé d'un cadre, d'une fourche, d'un tube, etc., etc. Et donc, il y a toute la liste des pièces sous forme de tableau. Deux définitions, where use et pegging. Donc, la notion de where used, on va le traduire par où est utilisé. Donc, quand on va parler d'un where used, on va aller chercher à quel endroit est utilisé un composant donné. Donc, ça va être une liste de tous les articles parents, parent item, qui appellent un composant donné. Et la quantité respective qui est intégrée dans la nomenclature, Bill of Material. Where used, ça va être de regarder pour un composant donné, par quel composant de niveau supérieur est-il utilisé, où est-il utilisé, where, où est-ce qu'il est utilisé, et dans quelle quantité. Pegging, lui, c'est un autre terme. Il y a une nuance, c'est pas exactement la même chose. Dans votre système, c'est la capacité à identifier la source d'un besoin. Donc, pour un composant, identifier la source d'un besoin et donc voir ses quantités. On éclate un produit en composants de niveau inférieur. Cet éclatement, on peut le faire sur un niveau, sur deux niveaux, sur trois niveaux. Donc, par exemple, pour un produit F1 qui est composé de 4 composants R, 2 composants K,
deux composants W, chaque composant K est lui-même composé de 3 composants B, de 2 composants A, de 1 composant C, et chaque composant A est lui-même également composé de 1 R, de 2 Z et de 4 B. Donc, c'est une nomenclature. Donc, la vision qu'il faut connaître, c'est la vision d'une matrice parent-enfant. Donc, pour un composant parent, on a plusieurs enfants. Dans l'exemple, le composant F1, il a comme enfant du W, du R et du K, les 3 composants qui lui sont attachés. De la même manière, le composant K, en tant que composant parent, il a 3 composants enfants qui sont le A, le B et le C. C'est juste un exemple pour illustrer la notion de parent-enfant. Donc, par exemple, il nous faut un composant C pour fabriquer un K et 2 K pour fabriquer un F1. Donc, pour fabriquer un F1, il nous faut 2 C. Pour un F1, il nous faut 2 K, 2 K qui vont chacun utiliser un C. Il nous faut donc 2 composants C pour un F1. Il y a aussi une représentation temporelle de notre nomenclature, où on peut rajouter la notion de lead time pour chacun des composants de la nomenclature. Donc dans ce cas, on a par exemple le composant F1 en bout de chaîne qui a une lead time d'une semaine, ça veut dire qu'il nous faut une semaine pour assembler le F1. Donc ce F1, il est composé de W, c'est une semaine aussi, et lui-même, il est composé de Z, qui a un lead time de 2 semaines. Donc quand on représente ça temporellement, on peut remonter jusqu'au début, ce qui nous permet de voir que le cycle global depuis l'approvisionnement de la première pièce jusqu'à la livraison de F1 peut être de 4 semaines. Donc, cette représentation temporelle, c'est notre vision de la nomenclature qui intègre en plus la notion de délai de cycle de lead time. Concernant le système d'information, il va faire automatiquement le calcul. Il y a beaucoup de données, donc le RP, SAP, il est là pour automatiser le calcul parce que les calculs se font sur beaucoup de composants, d'où l'intérêt des systèmes d'information. Donc on est sur des calculs automatisés qui font tout ce travail d'éclatement des besoins en sous-composants. Ça va éclater, ça va effectuer le décalage entre le besoin et la date de commande nécessaire, donc le cycle. Ça va prendre en compte automatiquement les stocks que l'on a déjà disponibles pour savoir s'il faut vraiment commander ou si on peut retarder parce qu'on a du stock, etc. Donc, l'automatisation de tout ça, ça facilite énormément la vie, ça intègre de manière informatique, donc c'est de la logique, tout ça, c'est des calculs automatisés. Le calcul des besoins nets, c'est là qu'on retrouve le terme calcul des besoins nets. C'est le calcul de tous ces besoins en tenant compte de toutes les données d'entrée, les nomenclatures, les cycles d'approvisionnement, etc. Les systèmes d'information réalisent ces calculs et génèrent des messages d'action d'une part,
qui vont être, par exemple, lancer un ordre. Ça alerte le planificateur d'une action à réaliser. Le système ne réalise jamais un lancement d'ordre de fabrication ou de commande d'achat tout seul. Il va vous prévenir qu'il faut lancer un ordre, mais il ne va jamais le faire automatiquement. Et le système va aussi générer des messages d'exception. S'il voit un problème, s'il voit une rupture de stock par exemple, s'il voit que dans un horizon plus ou moins long terme, il y a un problème d'approvisionnement, il va vous envoyer un message d'alerte, un message d'exception associé à une explication. Donc tout ça, c'est automatisé. Et aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de savoir comprendre votre système, vos ERP, quand il vous envoie les messages d'action ou les messages d'exception. Il y a les ordres planifiés. On les appelle aussi des ordres prévisionnels, mais le plus courant, c'est planifié. Planned Order Receipt pour la réception. Donc, c'est le premier statut. Il est positionné automatiquement par le système d'information en fonction du besoin. On est sur une action automatique. C'est votre logiciel qui va le positionner dans le temps automatiquement en fonction du besoin net. À partir d'un ordre planifié, l'action devient manuelle. C'est-à-dire que c'est l'approvisionneur, le planificateur qui va prendre la main et qui va réaliser plusieurs actions. La première action, ça va être par exemple d'affermir un ordre planifié. Affermir un ordre planifié, ça veut dire que par rapport à un ordre suggéré par le système, on va le figer, on va dire OK, cet ordre, il faut le lancer à ce moment-là, je l'affermis, donc il a un statut différent. La différence, c'est que quand un ordre est affermi, le système ne peut plus le bouger, il est figé dans le temps. Un ordre planifié, tant qu'il n'est pas affermi, le système va le faire évoluer en fonction de l'évolution des besoins. Donc, si les besoins baissent ou si les besoins se décalent, automatiquement, votre système va décaler votre ordre planifié. Les besoins se décalent, donc il décale automatiquement l'ordre associé. Une fois que l'ordre est affermi, le système ne le touche plus, il sera figé dans le temps. Et même si les besoins disparaissent, l'ordre ne va pas bouger. Dernier statut, c'est la clôture de l'OF. Quand l'OF est terminé, action manuelle ou clôture de l'OF. Donc, il faut bien faire la différence entre la notion d'ordre planifié, qui lui va bouger avec le système, qui va en permanence l'adapter, et les ordres, une fois qu'ils sont lancés, affermis, qu'ils sont sous le contrôle du planificateur, du gestionnaire de cet ordre. Cette notion d'ordre, on peut la regarder aussi de manière temporelle, en termes d'horizon. Les ordres prévisionnels, la plupart du temps, sont présents dans un futur plutôt moyen-long terme. Pourquoi? Parce que dans le très court terme, dans les quelques jours qui suivent, vos ordres sont déjà lancés. Si vous n'êtes pas en retard, vous avez déjà vos ordres en cours. Vous avez probablement peut-être affermi les ordres un peu plus lointains, mais les ordres prévisionnels sont le troisième type d'ordre, donc un peu plus loin dans le temps. Donc l'affermissement des ordres, c'est une opération manuelle. Ça va servir à figer les ordres sur un délai, sur une quantité et surtout à le faire passer sous la responsabilité du gestionnaire, du planificateur, de la personne en charge. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est pas obligatoire, mais ça peut avoir certains avantages, notamment de stabiliser le système, de réduire la nervosité. Le lancement des ordres, c'est quand vous lancez vos OF dans l'atelier, vous transformez votre ordre planifié ou ordre affermi en un ordre de fabrication qui part en fabrication dans l'atelier. Donc à partir du moment où il est lancé, il est sous la responsabilité de l'atelier qui doit le fabriquer. Ça va déclencher ce lancement
l'édition des documents nécessaires à la production. Donc là-dedans, on va intégrer tout ce qui est fiche d'acheminement, qu'on appelle aussi fiche suiveuse, les spécifications techniques, la liste des composants nécessaires, etc. Quand vous lancez un ordre de fabrication en atelier, vous avez toute une liasse de documents qui suit la pièce, la fiche d'acheminement, la fiche suiveuse, la description de chacune des opérations à réaliser sur la pièce, plus les composants nécessaires, etc., plus éventuellement d'autres éléments. Donc, le lancement, ça part en atelier, prise en main par l'atelier, et ça déclenche l'édition de tous les documents nécessaires. Et enfin, clôture de l'ordre. Donc, l'ordre, vous le clôturez lorsque la production est terminée, quand les pièces sont fabriquées et qu'elles sont rentrées dans le stock de pièces finies. L'objectif principal de la clôture, elle est comptable. C'est que quand on clôture un OF, ça nous permet de synthétiser le coût réel de l'ordre. Donc, on intègre tout ce qui a été constitué, tout ce qui a été utilisé sur l'ordre, tous les composants qu'on a utilisés, toutes les matières, tout le temps qu'on a passé sur toutes les opérations. Ça permet de clôturer l'ordre, récolter toutes les données et effectuer le coût réel de production d'un ordre donné. Quand on clôture, il sort de nos encours. Ça permet de nettoyer le système. Donc il y a beaucoup d'entreprises, notamment celles qui ne sont pas encore matures en termes de production, qui ont beaucoup d'ordres planifiés, beaucoup d'ordres de fabrication, pardon, qui sont terminés. Les pièces sont fabriquées, mais les ordres ne sont pas clôturés. Donc, ça introduit juste de la pollution dans un système, de la perturbation. Vos planificateurs, vos gestionnaires de production voient tout un tas d'OF dans les encours, alors que ces OF sont déjà fabriqués. Donc, d'un point de vue système, c'est pas clean. Et en plus, ça ne permet pas d'être propre en termes de comptabilité. Donc, important, quand les pièces sont rentrées en stock, on clôture les OF et on les archive la plupart du temps et ça part classé quelque part. Donc, les trois statuts principaux des ordres de fabrication.